Allô? Bonsoir. Yeah, can you put on something or something? Yeah.
Commencer. Maintenant, je n'entends rien là-bas. Ici. C'est vraiment si bon. Non, c'est bon. Maintenant, je n'entends pas les gens. Oui, allô? Si je veux écrire, je vais écrire. Le son est souvent désactivé. C'est déjà bon. Obima yo wana obima. Obima na sebo na photo yo wana. Obima. Allô? Yo, biso na baba na biloko, siko photo sa nini?
fine and we are about to start. Are you connected? Il est all le temps. Ok, nous recevons le restaurant.
Okay. Thank you, and good afternoon, colleagues. Good afternoon, participants from all over the parts of the beautiful continent of Africa. Apologies for a little delay in our starting time. 1600 hours Turin time. We were sorting a few glitches with interpretation, but that has been sorted out. At the moment, we have over 70 participants that have logged on, and some are still coming. My name is Inviolata Chinyangarara. I'm the activity manager for this course. I'm also the desk officer for the African programs within the ACTRAF Turin program. We are very delighted that we are convening this very big, very large virtual classroom within the 4th week of our 4 weeks distance learning training on understanding workers' rights within the context of COVID-19. I do not want to waste time to talk about how COVID-19 has changed our lives overnight. We all have experiences. Some of them we have already shared them on the platform, and more experiences are also going to be shared as we are going to be participating in this webinar. We are also delighted that the webinar is going to be very, very interactive in 2 ways. There is a chat box that is already open. I think if you navigate through your platforms, you see that there is a chat box which is available in English or in French. So this is a very useful space for you to post any comments on any observations, any clarifications that you might have around the topic that we've been discussing for the past 4 weeks, particularly how social dialogue is instrumental in COVID-19 response. As you enter the chat box, let's also remember to mention your name, your organization, and the country that you are speaking from, so that when we have the time for responses, the persons who are going to be responding to your comments, your queries, or your observations can contextualize your inputs to the chat box. Let me also remind you that in order for our interaction to be smooth, let's try to put all our microphones on mute so that we don't hear background noises from wherever we are listening from. Those that are going to be taking the floor, their microphones will be unmuted at the right time. Again, since our course has been running in 2 languages, French and English, this webinar has been organized in the 2 languages with simultaneous translations. So in the guidance that we've given you for navigating this webinar, you also see at the bottom of the screen the options for languages. So you choose whether you're going to listen in English or in French, because some of our the people who are going to be taking the floor will be speaking in either English or French. So that is a key issue to remember about interpretation. Let me also mention that our webinar is going to run for 1 hour, 30 minutes, so that it's effective. So time management is going to be very, very critical. I will also need to introduce some of the tutors that have been working with us since we started the distance learning course. I will invite James. He is located in Nigeria at the moment, followed by Fatou. She is in Senegal, and Luis Miguel, who is here with us in Turin. I will also want to send apologies from Janet Johnson. She's one of our tutors for 2 of the groups. She's unfortunately not able to join because she is on leave. So let me invite James to unmute your microphone in 50 seconds. Just say hello to the participants.
Hello, good afternoon, everybody. My name is I work with the Nigeria Labour Congress. I'm the focal person on No, I think in the latter way, go straight To the other one. Yeah. Okay, Fatu, you have the floor. In 50 seconds, say hello to the participants. Fatu, are you on? Wait a second, India, I cannot unmute her. Oh. Okay, it's okay now. Yes. Okay. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Ravi de vous voir tous. Je m'appelle Fatou Diouf. Comme Inviolata l'a dit, je suis basée au Sénégal. Je travaille à l'ISP, International des services publics, en tant que coordonnatrice de projet pour l'Afrique francophone. Je suis contente de voir des membres du groupe et des membres d'autres groupes. J'espère que ce webinaire va bien se passer pour tout le monde. Merci. Thank you, Fatou. Luis Miguel. Bonsoir mes amis, bonsoir mes camarades, chers participants du groupe C. Je suis Luis Miguel Monge, je suis votre tuteur. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis très heureux de votre participation en tant que groupe. Je tiens à vous féliciter pour cela. Vous avez un comportement magnifique, extraordinaire, compte tenu de la situation difficile que vous vivez dans vos pays. Avec les terribles pandémies et les effets dans le monde du travail. J'espère que vous pourrez faire le dernier effort pour terminer ces courses. C'est la dernière semaine, la 4e semaine. Et merci parce que j'apprends beaucoup avec vous, avec vos commentaires, avec vos témoignages, avec vos participations. J'espère aussi que cette course vous sera utile dans votre travail comme syndicaliste et pour mieux répondre à la crise générée pour la pandémie et le Covid. Finalement, comme nous le apprenons, il existe beaucoup de similitudes, de problèmes, de communs problèmes entre les pays, mais aussi beaucoup de travail à faire pour les syndicalistes. Et nous avons plus que jamais besoin de dialogue social et de relations syndicales fortes pour surmonter. Merci et courage. Thank you, Luis Miguel, James, and Fatou. I see that there are participants who are still having challenges with interpretation. So again, I refer you to the bottom of the screen, then you choose your language. Moving on, I want to also mention that the webinar is being recorded, and at the end of the webinar, hopefully in 2 days' time, we'll also post the recording on the course platform in the 2 languages. I also wish to mention that the presentation that will be made by our main speaker is also going to be available on the course platform in the 2 languages by the end of the webinar. Without further ado, let me also take you through how we are organized for the next 1 hour and so minutes.
After the brief introductory remarks that I will give to give the context to our discussion and why we are focusing on our social dialogue is one of the 4 pillars of the ILO COVID-19 response. I also wish to mention that after the presentation by our colleague Sylvain Baffy, whom I will introduce shortly, we are going to receive some reactions from colleagues who have been participating in the webinar from across the 6 regions of Africa. These are colleagues who have volunteered to give us in less than 3 minutes some of their experiences, the perspective that they have around how social dialogue has been useful or not so useful, or has been a challenge in COVID-19 response. So reactors will come from a colleague from West Africa, Anglophone, English speaking, and another colleague will also speak from Central Africa sub-region. A colleague will also take the floor from West Africa, Anglophone, East Africa, and Southern Africa. And I also wish to underline that the chat room box is the open platform for us to say much more than we can say in 3 minutes. So the rest of the other 100 and so participants, let's also be active in the chat room. Then after the interventions from colleagues from the regions, there will be a question and answer session, because as the chat box is active, Luis Miguel is already collecting your questions, your observations, your comments, your curiosities around the subject that we are going to be talking about in the webinar. And we will consolidate some of the questions before the end of the session so that Sylvain can address the questions. Those that we cannot address within the time frame that is given, we will also go back to our course platform to see how we can give you more information, more insights around the concerns that you will raise. Then thereafter, we'll give the floor to Sylvain to give his final reflections, and we will close at around 5:30 Turin time. So having said that, we are at the moment 103 participants. More participants are still coming. Let me introduce Sylvain Baffy. He is a very tripartite colleague. Why do I say this? Because he's coming from the technical unit in the ITC ILO Turin that is responsible for social protection, governance, and tripartism. So in his work, he is also supporting governments, employers' organizations, including workers' organizations, in strengthening their capacities around so many issues. But today he's going to talk to us about the role of social dialogue in COVID-19 response. Some of us have been asking, does it mean that within the context of a crisis, social dialogue has to be suspended because it takes too long? Does it mean that collective bargaining is no longer relevant? Does it mean that workers' organizations are no longer part and parcel of our policy responses to COVID-19? So, Sylvain, let me give you the floor to take us through the broad topic of social dialogue, the key principles, the conventions that are also underpinning this topic, and particularly how is it going to be useful for the participants that are participating in the webinar today. Over to you, Sylvain. Merci Violata. Je vais parler en français. Et je remercie d'avance les interprètes qui vont avoir la lourde tâche de traduire mes paroles pendant cette présentation. Donc, je donne juste peut-être un petit instant pour nos amis anglophones pour qu'ils puissent se mettre sur le canal d'interprétation en anglais. Mais pendant ces prochaines 30 minutes, mais je vais parler en français, mais ma présentation sera en anglais. Et par contre, sur le site du cours, vous trouverez la présentation dans les 2 langues. Mais comme je parle en français, on a décidé de mettre la présentation en anglais. D'abord, mes premiers mots, c'est pour remercier beaucoup mes collègues du département pour les activités des travailleurs de l'invitation.
et pour m'avoir invité pour discuter du rôle du dialogue social pendant cette question, pour adresser cette question due au Covid-19. Et j'aimerais peut-être juste très rapidement dire un petit peu ce que j'aimerais faire pendant cette présentation. Tout d'abord, au début, rappeler brièvement ce que l'on signifie, ce qu'on veut dire par dialogue social du point de vue de l'OIT, et voir l'étendue des mécanismes qu'on considère comme des mécanismes de dialogue social, parce que je crois que ça a un impact fort sur ce qu'on peut dire, sur ce qui se passe dans le monde en ce moment, ou ce qui pourrait se passer dans le monde plus tard, en termes d'implication des partenaires sociaux. La deuxième chose, c'est de voir quelques leçons qu'on peut tirer des crises récentes en termes d'utilisation du dialogue social, et notamment la crise de 2008, économique et financière, où on a pu tirer un certain nombre de recommandations sur l'utilisation du dialogue social. Et puis, commencer à voir un petit peu quelle était l'utilisation du dialogue social à différents niveaux, avec différents acteurs pendant ces derniers mois, et tirer un petit peu, voir un petit peu quels ont été les grands disons, résultats de ce dialogue social, à quoi est-ce qu'il a abouti, et est-ce qu'il y a des expériences qui sont intéressantes. Et puis, comme Inviola t'a mentionné, j'ai peut-être quelques questions ou éventuellement points de vue pour stimuler la réaction et pour stimuler la discussion entre nous. Donc, some participants have issues with the interpretation. Please tell them that they need to, because I don't know if they are clear, that they need to click on interpretation. Yes. For some of them, I think, don't click on interpretation, so that's the problem. Peut-être juste pour rappeler que pour avoir l'interprétation, vous devez cliquer, vous devez choisir l'interprétation, la langue d'interprétation, anglais ou français, dans les langues qui vous ont offert en bas de votre écran. Donc, pour avoir l'interprétation, vous devez cliquer sur ce lien. So, if you want to listen to English or French, you have to select under the interpretation icon which language you want to listen to. If you don't select any, you won't hear anything. So you have to select whether you want to use English or French. Now I'm going to move back to French and I'm going to continue speaking in French. Donc, très rapidement, peut-être comme introduction, peut-être certains d'entre vous en 2017 étaient à la Conférence internationale du travail, lorsque la Conférence internationale du travail a approuvé une recommandation qui s'appelle la recommandation sur l'emploi et le travail décent pour la paix et la résilience. Et pendant cette discussion de la recommandation, ont été discutées de nombreuses questions. Je vous encourage à lire cette recommandation, et notamment la question du rôle des partenaires sociaux, le rôle des organisations d'employeurs et le rôle des organisations de travailleurs lors de ce qu'on appelle les catastrophes ou les événements dans le terme de catastrophe. Et je crois que la période qu'on vient de vivre et la période que nous vivons actuellement peut assez bien se définir comme une catastrophe. Et les termes de cette recommandation nous intéressent particulièrement aussi pour répondre à une question de Violata. Est-ce que le dialogue social est plus ou moins pertinent pendant la crise et pendant les catastrophes? Et la recommandation 205 nous donne une bonne solution. Et cette recommandation adoptée par la Conférence internationale du travail nous dit que, au contraire, le rôle du dialogue social est encore plus important et le rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs est encore plus important. Maintenant, allons voir, et je vais demander à ma collègue Clélia de bien vouloir mettre la présentation PowerPoint, et je vais utiliser quelques slides pendant la présentation. Ce que l'on veut dire par dialogue social, parce que je crois que ça a une importance fondamentale pour bien discerner le sujet de notre discussion aujourd'hui. Et je vais rappeler la définition du dialogue social pour l'OIT. Ça, c'est notre définition en anglais. Je vais la lire en français pour nos amis francophones. Tout type de négociation, consultation ou simplement d'échange d'informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur des questions relatives à la politique économique et sociale représentant un intérêt commun. Et je crois qu'une des choses importantes de cette déclaration, c'est qu'on voit l'étendue en fait des mécanismes et des acteurs couverts par cette déclaration. Cette déclaration, elle ne se contente pas de couvrir ou de définir comme le dialogue social, disons la négociation collective ou la discussion sur le lieu de travail ou au niveau national, mais elle couvre par son ampleur une multitude de types différents d'interactions entre les partenaires sociaux avec ou sans le gouvernement.
Et je pense que c'est important de le mentionner avant de continuer, parce que ce qu'on va discuter un petit peu ensemble, c'est la multitude de réponses possibles ou de réponses apportées par les partenaires sociaux à différents niveaux, dans différents endroits. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? C'est qu'à travers cette définition sur le dialogue social, on couvre des mécanismes assez différents les uns des autres. Le premier, bien sûr, la négociation collective, un principe et un droit fondamental au travail. La détermination des conditions de travail à travers la négociation par les représentants des organisations de travailleurs et les représentants des organisations d'employeurs. C'est un mécanisme qui a une place extrêmement importante dans le mécanisme de dialogue social, mais c'est une de ces formes de dialogue social. La coopération sur le lieu de travail, et j'aurai quelques mots, surtout à la fin, à dire sur ce mécanisme, notamment la consultation, l'échange d'informations entre les employeurs et les représentants des travailleurs ou des organisations d'employeurs, de travailleurs sur le lieu de travail, au niveau du lieu de travail. Et puis, le dialogue social tripartite, entre autres, font partie de ces mécanismes du dialogue social couverts par cette définition. À plusieurs niveaux, à un niveau international, nos conférences internes du travail sont le meilleur exemple de dialogue social international. Au niveau national, à travers des conventions collectives interprofessionnelles, à travers le dialogue social national tripartite, à travers des accords, des protocoles d'accord entre organisations d'employeurs et organisations de syndicats, il y a de multiples exemples. Au niveau régional, on a des exemples aussi de ce niveau-là, au niveau de l'Union européenne par exemple, au niveau des secteurs ou des branches d'activité, notamment en ce qui concerne la négociation collective, et aussi au niveau des entreprises, avec un dialogue social qui a lieu à travers souvent la négociation collective ou la coopération sur le lieu de travail. Pourquoi passer un petit peu de temps là-dessus? C'est parce que dans l'étendue des réponses que les partenaires sociaux peuvent donner, que notamment les organisations de travailleurs peuvent donner à cette crise du Covid-19, eh bien, c'est à travers ces différents processus et c'est à travers ces différents niveaux qu'il y a sûrement des possibilités pour les organisations de travailleurs de se faire entendre et de représenter les intérêts de leurs membres. C'est la même chose aussi, bien sûr, pour les organisations d'employeurs, mais bon, c'est un séminaire spécifique pour les travailleurs. Donc, quand nous parlons de dialogue social, et pendant notre discussion, on va aborder un petit peu tous ces sujets, on va apporter des mécanismes qui sont très différents, on va apporter des niveaux qui sont très différents, et on va discuter un petit peu ensemble des réponses qui sont apportées, et notamment dans vos commentaires plus tard, notamment dans le chat, on est très heureux d'entendre vos recommandations et vos expériences par rapport à tous ces niveaux d'interaction entre les partenaires sociaux. Je fais une petite pause pour permettre à nos interprètes de reprendre leur souffle et de faire une petite introduction sur certaines des fonctions du dialogue social. La première de ces fonctions, c'est le recueil d'informations. Le dialogue social est un outil que les gouvernements notamment peuvent utiliser, que les décideurs, que les pouvoirs publics peuvent utiliser afin de recueillir de l'information pour avoir une idée, pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe sur le terrain, pour avoir une meilleure compréhension de la vie des entreprises, de la vie des travailleurs, de la vie des communautés, de la vie des organisations de travailleurs. Et une fonction importante du dialogue social, c'est de faire remonter de l'information du lieu de travail, de l'entreprise, du secteur, vers des niveaux plus hauts. Et je crois qu'on mesure, en fait, en ce moment, dans un moment où les pouvoirs politiques, des fois les pouvoirs publics ont des fois un petit peu de mal à comprendre dans quel sens aller, quelles peuvent être les problématiques, quelles peuvent être les difficultés qui sont rencontrées par les acteurs sur le terrain. Cette fonction du dialogue social, de recueil d'informations, je pense que c'est une fonction primordiale. On n'est jamais aussi bien renseigné que par les gens qui vivent les situations critiques au jour le jour et qui ont des informations et des données à faire remonter au niveau le plus haut. Donc, je pense que c'est une fonction très importante du dialogue social. La deuxième chose, l'amélioration de la qualité des politiques. Avoir des politiques qui soient éclairées par ce qui se passe sur le terrain, par les besoins des entreprises, par les besoins des travailleurs, par les besoins des secteurs d'activité. C'est à travers des remontées d'informations, c'est à travers la discussion, à travers la consultation, à travers l'échange d'informations
qu'on peut obtenir des politiques publiques qui soient de meilleure qualité et qui soient plus à même d'avoir un impact positif pour les personnes qu'elles sont censées protéger ou qu'elles sont censées, disons, s'appliquer. Donc, je crois que c'est une fonction importante et je crois que ça résonne particulièrement dans notre esprit en ce moment, où on a beaucoup de questions qui se passent, notamment nos pays qui essaient de mettre en place des mesures sur, par exemple, le partage des heures de travail, sur la sauvegarde de l'économie, la sauvegarde des emplois, sur les emplois verts, sur la relance économique, etc. Avoir la possibilité d'intégrer et de mettre, de s'appuyer sur les gens qui sont le plus à même de faire remonter de l'information et d'améliorer la qualité de l'information, je crois que c'est quelque chose de très important. La troisième, l'encouragement de l'appartenance, de l'engagement, le fait que les politiques qui sont adoptées avec le soutien des partenaires sociaux, avec du dialogue social, ont plus de chances d'être des politiques qui sont soutenues, qui ont aussi des fruits, parce qu'elles seront vues comme légitimes, parce qu'elles seront vues comme étant des politiques qui ont bénéficié de la contribution des partenaires sociaux. Dans ces moments de crise, dans ces moments difficiles que nous vivons actuellement, où nous demandons un petit peu quelle est la bonne route à suivre, je crois que c'est quelque chose aussi de particulièrement important. Pour, je crois, deux choses qui sont un petit peu le but. Deuxièmement, l'amélioration de la cohésion sociale et de la résistance. Et on voit que nos sociétés, nos communautés sont lourdement frappées par ce qui se passe. On a des secteurs, on a des entreprises, on a des communautés qui sont particulièrement touchées par ce qui est en train de se passer. Avoir la possibilité de maintenir la cohésion sociale, le fait de pouvoir continuer à avoir des sociétés solides, des sociétés structurées, des sociétés où tout le monde fait partie et ne se sent pas mis sur le côté, je crois que c'est extrêmement important. Et le dialogue social participe, et avoir des sociétés solides, c'est aussi quelque chose de très important. Et puis, une des fonctions du dialogue social, c'est la gestion du conflit, c'est la possibilité de trouver des endroits, de trouver des forums, de trouver des moyens de se mettre d'accord et de discuter pour essayer de limiter les difficultés. Et je crois que les derniers mois qu'on a vu, on a vu beaucoup de conflits, on a vu beaucoup aussi de conflits qui éventuellement risquent de déborder du milieu de travail, risquent éventuellement d'aller au-delà du milieu de travail. Et je crois que cette fonction du dialogue social, comme la possibilité de maintenir notamment la paix sociale ou la possibilité de trouver des accords consensuels dans les difficultés, est une fonction essentielle et une fonction très importante qu'il convient de souligner. Donc, pour rappeler ces principes, ça nous amène à quelques expériences que nous avons vécues, notamment à travers la crise financière et économique de 2008, où on a vu un impact fort sur les institutions de dialogue social ou sur certains mécanismes de dialogue social. Et je m'appuie pour cette publication, dans cette présentation, sur deux publications du BIT. Elles sont listées au début de ma présentation. Une qui est une note d'orientation sur le rôle central du dialogue social pour faire face à la crise. Cette note est disponible en anglais et en français. Je serais ravi de la donner à mes collègues pour qu'ils la mettent sur la plateforme. Et aussi un brief qui vient de sortir la semaine dernière, juste en anglais pour l'instant, mais je vais vous le résumer en français tout à l'heure, sur le rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs pour la négociation des mesures pour limiter l'impact du Covid-19 dans nos sociétés. Et je vais m'appuyer un petit peu sur ces deux présentations, sur ces deux papiers du BIT, pour essayer de voir un petit peu et soulever peut-être quelques questions sur ce qu'on a vu ces derniers temps. Quelques leçons d'abord du passé, quelques leçons que l'OIT a tirées des derniers événements, ou en tout cas de ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays ou de régions du monde dernièrement. Les premiers, c'est que les pays qui ont une expérience en matière de partenariat social, en partage de dialogue social et des institutions de dialogue social bien établies, ont plus de chances de formuler des réponses effectives et rapides à la crise. On a beaucoup de pays qui sont dotés, par exemple, d'institutions tripartites nationales qui sont en charge notamment d'améliorer et de proposer un certain nombre de politiques selon différentes modalités en fonction des pays. Et une des premières leçons, c'est que ces pays qui ont des institutions qui fonctionnent, des institutions qui sont rapides, des institutions qui ont l'habitude de travailler ensemble, ont plus de chances de produire des résultats rapidement en période de crise que les pays où éventuellement ces institutions ont connu, disons, ces derniers temps ou sur plusieurs années, disons, une diminution éventuellement de leurs moyens ou de leurs prérogatives ou de leur capacité à intervenir et à avoir un impact sur la qualité des politiques. Deuxième leçon tirée du passé,
maintenant nous en sommes déjà à quelques mois, mais c'est toujours valable, les gouvernements doivent faire participer les partenaires sociaux dès les premières étapes de la crise. C'est très facile de demander aux partenaires sociaux plus tard, lorsqu'on est dans le tumulte, mais du part de la question de l'OIT, notre recommandation, c'est d'impliquer les partenaires sociaux, organisations de travailleurs et d'employeurs, dès le début, dès les premières étapes de la crise, et de ne pas attendre éventuellement plus tard une explosion ou des conflits plus importants pour les faire. Les partenaires sociaux doivent être proactifs, ils doivent rapidement se mettre en avant auprès des autorités publiques, il faut qu'ils fassent remonter les préoccupations du marché du travail. Et grâce à la volonté politique, les partenaires tripartites peuvent parvenir à un consensus sur des mesures ciblées qui visent à aider les travailleurs et les entreprises qui sont le plus touchés par la crise. Ce contexte peut même représenter une occasion d'apaiser des relations professionnelles auparavant antagonistes et peut représenter une occasion pour le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs, éventuellement, d'apprendre à travailler ensemble et à mettre en place et à adopter les politiques les plus adaptées. Pour faire face aux conséquences immédiates de la crise, il convient également de s'engager à accorder de l'attention à la protection, à la promotion de l'emploi sur le plus long terme, grâce à des entreprises pérennes, à des services publics de qualité, et de promouvoir le respect total des normes du travail et du travail décent. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve très fort dans la recommandation 205. Des organisations de travailleurs et d'employeurs libres, indépendantes, solides et représentatives, une confiance entre les différents acteurs et le respect par le gouvernement de l'autonomie des partenaires sociaux constituent des conditions préalables essentielles à un dialogue social efficace. Je crois que c'est intéressant, je crois qu'il y a un peu un consensus pour dire que des institutions de dialogue social, des mécanismes de dialogue social, des cultures de dialogue social, c'est quelque chose d'assez long et qui demande beaucoup d'efforts à créer, mais c'est quelque chose qui est très facile à rompre ou qui est très facile à détruire. Créer une institution de dialogue social tripartite, par exemple, fonctionnante et qui produit des politiques de qualité ou qui aide à éclairer les décideurs politiques sur les politiques, c'est quelque chose de très difficile et de très complexe. Mais détruire ou disons, détériorer la pertinence de ces institutions, c'est quelque chose de beaucoup plus facile. Donc, le dialogue social, c'est un outil important pour, comme on l'a dit tout à l'heure, aplanir les divergences, dégager un consensus. Il ne peut servir à tous les problèmes. Des réglementations et des politiques publiques sociales, ainsi qu'un espace fiscal adapté, sont aussi essentiels dans un contexte de crise. Mais voilà les leçons qu'on peut tirer, notamment des dernières années de crise, sur le rôle des institutions tripartites, sur le rôle des partenaires sociaux, sur le rôle du gouvernement, sur les temps aussi d'implication des partenaires sociaux, et sur le fait que la réponse à la crise de la part des institutions tripartites doit être aussi accompagnée par un certain nombre de mesures et de politiques publiques. Maintenant, je vois que le temps tourne et je suis sous le contrôle vigilant de Inviolata. Je me dépêche de passer à la suite. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'intéressant? Et c'est ce qu'on voit notamment dans ce brief qu'on trouve sur le site du BIT, sur notamment l'application, par exemple, des organisations tripartites. Et plusieurs choses qui sont très intéressantes à mettre en exergue. D'abord, c'est la variété des réponses données, notamment en termes de dialogue social tripartite, dans un certain nombre de pays du monde, où on voit un certain nombre de politiques, d'institutions tripartites, un certain nombre de recommandations qui ont été adoptées, et selon des modalités qui sont très différentes. Différentes pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est la nature du dialogue social. Un dialogue social qui varie de l'échange d'informations à la consultation entre les partenaires sociaux, de l'adoption de pactes sociaux tripartites. C'est le cas, par exemple, à la Barbade, en République tchèque, au Danemark, en Éthiopie, dans les territoires palestiniens occupés, en Suède, par exemple, où on a eu un dialogue social tripartite formel avec l'adoption de pactes. On a eu d'autres endroits où la discussion était beaucoup plus informelle. On a eu des endroits où le dialogue social a été réinventé. Par exemple, une chose intéressante, en Suisse, avec la constitution de 4 groupes de travail
qui travaille sur 4 aspects différents, le droit fiscal, le lieu de travail et les aspects sectoriaux, et aussi une modification de la façon dont les partenaires sociaux travaillent avec, comme nous faisons nos formations de façon virtuelle, la mise en place de forums virtuels de dialogue social avec la participation des organisations de travailleurs et d'employeurs de façon virtuelle. Mais je crois que c'est très intéressant de voir, c'est la multitude de réponses adoptées de l'instance d'information aux accords sociaux tripartites. Une deuxième chose intéressante, c'est le type de niveau de représentation du gouvernement. On a certains pays, certains sont cités, le Japon, le Portugal, la Serbie, l'Espagne, qui a mis en place l'implication de plusieurs ministères, qui est responsable pour plusieurs secteurs, comme par exemple l'économie, le tourisme, le transport, dans les mécanismes de dialogue social tripartite, en plus des ministères du Travail. Dans un certain nombre de pays, pour en citer quelques-uns, l'Argentine, la Corée, la Tunisie, le dialogue a impliqué non seulement le ministère du Travail, mais aussi les plus hautes autorités du pays, comme par exemple le président, le chef du gouvernement ou le représentant le président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'on a des modalités différentes en termes d'implication des membres du gouvernement au niveau du dialogue social tripartite. Le type de mesures adoptées est aussi très différent. Là, on parle un petit peu surtout du dialogue social tripartite, notamment au niveau national, avec par exemple des mesures spécifiques en termes de santé et sécurité au travail, avec des mesures de support pour les entreprises, notamment d'exemption de taxes, avec des mesures pour le chômage technique, avec des mesures pour le partage du temps de travail, etc. On a un certain nombre de pays qui, suite à des consultations, par exemple le Portugal, la Tunisie, l'Azerbaïdjan, ont mis en place des politiques économiques de stimulus économique négociées ou en tout cas discutées avec les partenaires sociaux. Et on voit un certain nombre de pays qui ont utilisé le dialogue social comme façon d'amoindrir les effets de la crise. Et puis une chose intéressante aussi, c'est le rôle des institutions nationales de dialogue social. La plupart de nos pays ont des institutions de dialogue social national, le Conseil national du travail ou du dialogue social, Conseil économique et social. En anglais, on a aussi un certain nombre d'autres dénominatifs pour parler de ces institutions de dialogue social au travail national. Et on a un certain nombre d'institutions qui ont joué un rôle important. C'est le cas par exemple en Afrique du Sud, au Botswana, en Moldavie, aux Pays-Bas, en Macédoine du Nord, en Afrique du Sud, pour la mise en place, pour la discussion liée au Covid-19. À Singapour, des groupes de travail tripartites ont été mis en place pour la discussion des salaires. On a la province du Pakistan, du Sindh, on a mis en place des mécanismes tripartites pour évaluer et notamment réduire l'impact du Covid sur la workforce et sur la main-d'œuvre et sur le business. Et donc, on voit l'utilisation dans un certain nombre de pays de nos institutions de dialogue social tripartite pour mettre en place un certain nombre de politiques liées à l'économie, liées à la protection des travailleurs, liées à la protection de la main-d'œuvre, liées au stimulus économique. Et c'est quelque chose de très intéressant. Voilà un petit peu en termes de dialogue social tripartite, qui, et on aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard, peut nous être utile. Je voudrais pointer un petit peu l'attention sur ce deuxième brief sur les relations de travail et Covid-19, qui là nous intéresse plus tellement d'un point de vue des relations du dialogue social tripartite, mais par rapport à le dialogue social notamment bipartite, la négociation collective ou les relations de travail au niveau notamment sectoriel, national ou du lieu de travail. Avec ce brief qui met en exergue plusieurs choses, sous plusieurs catégories. D'abord, la protection de la santé des travailleurs et la limitation de la propagation du virus, avec l'adoption d'un certain nombre de protocoles en termes de sécurité et santé, sur les principes de distanciation physique et de règles d'hygiène qui ont été mis en place dans un certain nombre de pays. C'est le cas de l'Autriche, par exemple, c'est le cas de l'Ouganda, c'est le cas du Nigeria,
où un certain nombre de mesures ont été discutées et négociées directement entre les partenaires sociaux. Avec la négociation et la simplification du télétravail à domicile, la négociation et la simplification du travail, le roulement et le travail en temps décalé. Et c'est encore en Allemagne, par exemple, qu'on peut voir ce type en Allemagne et en Danemark, on a ce type d'accord collectif entre les organisations d'employeurs et de travailleurs. En Côte d'Ivoire, on a aussi l'exemple d'un accord interprofessionnel entre les organisations d'employeurs et les organisations d'employeurs sous la commission permanente, les auspices de la commission indépendante permanente de consultation, qui a permis la mise en place d'un travail recommandant le télétravail lorsque c'est possible. Donc, on voit que ça, c'était une réponse de la part des organisations d'employeurs et de travailleurs. La mise en place des protocoles de santé et sécurité, la mise en place de télétravail, c'est-à-dire répondre à la crise et protéger les travailleurs. Et puis, on a un certain nombre d'autres types d'accords. Je prendrai juste encore 5 minutes, Violata, avant d'ouvrir la discussion, pour aider les entreprises, soutenir les solvabilités des entreprises, le maintien de l'emploi, la garantie des revenus. Il y a un certain nombre de mesures regardant, par exemple, le support des temps de travail et de chômage partiel et de modération salariale qui a été mis en place à travers des accords collectifs. C'est le cas, par exemple, en Afrique du Sud, c'est le cas en France, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas au Sri Lanka. On a eu l'utilisation du négociation collective ou des relations de travail pour mettre en place des systèmes de recours à l'utilisation de congés, par exemple au Brésil, par exemple en Hongrie, par exemple en Australie, où les partenaires sociaux, les employeurs, les organisations de travailleurs à différents niveaux se sont mis d'accord pour l'utilisation des congés, pour la promotion à l'intérieur des compagnies ou entre les compagnies du même secteur. Un exemple très intéressant en Flandre, par exemple, pour l'échange de travailleurs dans le secteur de la santé. Dans le Danemark, dans le secteur financier, toujours pour la mobilité inter-entreprise. Intéressant, la question des connaissances, de la reconversion, du perfectionnement professionnel. Et il y a notamment un certain nombre d'accords listés dans ces publications sur la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs ont pu se mettre d'accord sur la requalification du personnel, notamment ceux qui ne travaillent pas pendant un certain temps pour pouvoir répondre aux futurs besoins du marché du travail. Et puis, la question de préserver l'activité et de travailler protéger les travailleurs et les entreprises dans les chaînes d'approvisionnement. On a un certain nombre d'accords. Il y a aussi une initiative très intéressante de la part de Industrial Global Union et de l'Organisation internationale des employeurs, par exemple, qui demandait la mise en place urgente de mesures dans l'industrie du textile pour protéger les travailleurs et les entreprises de l'industrie textile. Donc, je crois que tout ça, ça nous montre en fait la vivacité, ça nous montre plusieurs choses. D'abord, la vivacité du dialogue social, le rôle essentiel des organisations de travailleurs et d'employeurs sur la mise en place de mesures qui répondent vraiment aux besoins des entreprises et des travailleurs, et le rôle fondamental que ces organisations jouent dans l'identification, la négociation et la mise en place et l'administration et l'évaluation de ces mécanismes, que ce soit au niveau national, interprofessionnel ou de l'entreprise. Quelques recommandations qui sont faites dans ce brief, notamment en termes de l'utilisation du dialogue social, sur le fait qu'il a prouvé sa valeur, que la confiance est un élément très important, que les réponses unilatérales peuvent sembler, notamment pour les gouvernements, particulièrement alléchantes dans le temps court, mais se révèlent dans le temps long, malheureusement moins efficaces que celles qui sont négociées. Et puis, peut-être juste quelques considérations, ce sera un petit peu ma conclusion, Violata, en quelques lignes.
La première, c'est sur les relations de travail, sur les relations de travail sur le lieu de travail. Et notamment, on a beaucoup de pays où on a des difficultés, notamment en termes de relations de travail, ou de dialogue social national tripartite, où les institutions n'existent pas, où éventuellement il n'y a pas d'accord collectif ou peu d'accords collectifs. Mais très souvent, quand même, dans la plupart de nos pays, nous avons au niveau des entreprises des instances de représentation du personnel en matière de sécurité et santé au travail. Et dans la plupart de nos législations, dans la plupart de nos entreprises formelles en tout cas, nous avons la mise en place de comités hygiène et sécurité, par exemple, ou hygiène et santé, ils ont différents noms. Et je crois que ces mécanismes de coopération sur le travail, ils ont un rôle fondamental à jouer, notamment dans la protection des travailleurs et la discussion et la mise en place de mesures sur mesure au lieu de travail pour les travailleurs et pour les employeurs. Je crois que c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il ne faut pas négliger les liens entre nos différents types de dialogue social, le dialogue social national, sectoriel, entreprise, négociation collective, dialogue social tripartite national. Ils ne s'opposent pas, au contraire, ils se renforcent mutuellement, ils ont tous un rôle à jouer. Et la troisième chose, c'est que c'est souvent dans ces difficultés, c'est un moment de difficulté, je crois, pour tout le monde, pour les organisations de n'importe quel type. Et donc, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos tentatives de mettre en place et de participer à un dialogue social fructueux et un dialogue social qui porte des fruits. Merci, je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup parlé, très vite aussi peut-être pour nos interprètes. Donc, voilà, Inviolata, je te redonne la parole. Thank you very much, Sylvain. You have done a wonderful job. Actually, your presentation was touching all concerns that participants have been asking right from week one. You have also underlined time and again the role and importance of social dialogue during times of crisis. More importantly, you have also emphasized the critical role of workers and employer organizations. You have also talked about the mutual reinforcing elements of tripartite social dialogue, bipartite social dialogue, sectorial social dialogue. And I also need to underline the importance of inter-union or intra-union social dialogue, that we should also be talking amongst ourselves as federations, as unions in a certain country or in a particular enterprise. Without wasting time, I think we also have already alluded to the fact that the slides are available in French and in English. Let's listen to some views that are coming from the regions. What are the experiences inspired by the issues that Sylvain has already raised in his main presentation? Again, let's also keep some of the questions coming in the chat box so that we have as many views, perspectives as possible. I will request the following to prepare to take the floor. Firstly, we are going to go to the DRC Congo. What has been the lessons learned in COVID-19 social dialogue, particularly the role of workers' organizations? We also want to get some perspectives on the DRC is a country that has been prone to a lot of challenges, a lot of crises. Ebola is one of them. What has been the lessons learned from your engagement in past crises, and how you see those lessons for responding to COVID-19? So Roger Ndolo from DRC Congo, you take the floor. 3 minutes. Wait, then I cannot find him. I cannot find him. Are you there? Maybe you can wave your hand so that we can see you. No, c'est pas. Fatou, you can also assist us to locate him. He was going to be followed by Kera
Wodabalo from Togo. If Kera Wodabalo from Togo is ready, maybe without wasting more time, let's move over to Togo. Kera. Kera. Yes, Kera, you can take the floor, 3 minutes. Thank you. Tu unmute? Eccola. Vai. Is it working? Any luck, Kera? Kera was going to be followed by Rosine Estine Bebe from Cameroon, Central African sub-region. Are you ready, Rose Estine Bebe? I think they are just getting ready. Okay. Kera. Yes, Kera, Cameroon, you can take the floor. 3 minutes. Les participants, bonjour. Chers camarades, je suis Bébé Rose du Cameroun, syndicat national des cadres gradés et établissements financiers des banques du Cameroun, affilié à l'Union générale des travailleurs du Cameroun. En effet, le dialogue social au Cameroun a longtemps été perçu comme un slogan creux, bien que justifié par la ratification de la Convention 144 de l'OIT sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, le 1er juin 2018, on le retrouve à toutes les instances nationales, sectorielles et dans l'entreprise. Depuis l'avènement de la crise, la pandémie du Covid-19, celui-ci a été quelque peu partiellement opérationnel. En effet, l'État a tout d'abord pris des décisions unilatérales face à la crise le 17 mars 2020 par une batterie de mesures barrières sans consultation des partenaires sociaux, même les plus impliqués. Le BIT va par la suite convoquer une réunion tripartite en visio, certainement dans un rôle de recadrage. Le 7 avril 2020, suite à une concertation bipartite entre les syndicats et le patronat dans une coalition pour décrire cet état de choses et faire des propositions au gouvernement, il y aura une concertation dite bipartite. Le gouvernement va donc se raviser toujours partiellement avec la prise en compte des concertations bipartites des syndicats avec le patronat, des concertations sectorielles des syndicats des transporteurs et des personnels de santé, à la suite d'une grève de ces derniers, pour mettre en place des mesures d'assouplissement et diverses réponses aux revendications des secteurs de la santé, dans le but d'atténuer ou de résoudre certains problèmes. Par la même occasion, demander au comité de santé et sécurité au travail, qui sont une autre instance du dialogue social dans l'entreprise, de s'impliquer également dans la lutte contre la crise. Néanmoins, on observe toujours des manquements dans ce dialogue social puisque certaines décisions du gouvernement continuent à être unilatérales, en l'occurrence la reprise des cours le 1er juin 2020, sans consultation des partenaires sociaux du secteur de l'enseignement. Par la même occasion, le secteur informel, bien que certaines mesures aient été prises en faveur de ceux-ci par rapport aux détaillants des marchés et autres, est toujours lésé dans notre pays. La grande majorité des travailleuses de main-d'œuvre domestique sont toujours à 95% dans le secteur informel. Compte tenu du fait que la crise aura eu un effet pervers, c'est-à-dire on va, au lieu d'avoir une transition de l'informel vers le formel, la crise aura plongé beaucoup d'entreprises vers l'informel parce que dans le cadre de la protection sociale, on remarque qu'il y a une baisse des déclarations des assurés sociaux, des travailleurs, une fermeture des entreprises, ce qui entraîne une forte propension du secteur informel alors que l'État faisait des efforts pour passer de l'informel vers le formel. En conclusion, nous pourrons dire qu'au Cameroun, le dialogue social, malgré toutes les instances prises au niveau national par la Commission consultative nationale, au niveau sectoriel, avec la consultation des branches d'activité et autres, au niveau de l'entreprise, avec les comités de santé et sécurité au travail, essaye de se remettre en question
Et avec la reprise économique et même la reprise du travail malgré le Covid, nous pensons que les choses vont changer. Merci. Thank you. Can you check if the French translation is working, please? Thank you. Let me check if the French translation is working. Is it working properly? French translation? No? They say no. Ma perché ha il microfono off? Okay, we will sort Just that wait to out shortly. It's one of the technical glitches, but in a few minutes we'll be up and running again. We want everybody to continue to benefit from the discussions. Should be working in French now, isn't it? Is it working now? Fatou, is the French working now, channel? Yes. Yes. Okay. Thank you for your patience. Thank you, Madame Rosa Estienne Bebe, for sharing the experiences in Cameroon. Yes, there were successful tripartite meetings and there were tripartite commitments that were arrived at in the health sector. We have noted the challenges of social dialogue in the informal economy, particularly with domestic workers and other operators in the informal economy. From Cameroon, we are going to move to, do we have Togo? Check Kera, because Kera should Okay, Kera, I understand Kera from Togo is ready. So in the same fashion, style, let's continue with our 3 minutes interventions, giving us your experiences around how social dialogue has been useful or not useful in COVID-19 response, particularly the role played by workers' organizations. The floor is yours. The floor is not yours. No. Kera, there we are. Kera is going to be followed by Golden Constantino from Zimbabwe. So be on standby. Golden non c'è più. Kera. Kera Wodabalo from Togo. Agnes. Kera is not talking. I don't know why. Golden is disappeared. Okay. Agnes Mukani from Kenya. Agnes doesn't have the microphone. Agnes, we see you don't have the microphone. Check your equipment. Agnes was going to be followed by Albert Yamoa from Ghana, TUC. Not here. We don't have the participants. Okay. Let me try again. Would you like to check some questions on the chat box? Yeah, maybe in the meanwhile, Luis Miguel has been busy collecting questions that were being posted on the chat box. And I think we can use this time to get a view of what were the issues so that maybe Sylvain can respond to some of the issues. Yes, thank you, Violeta. We have some questions, actually. The first one is from Cheikh. He's from Senegal. He says, we understand the social dialogue as an exchange of information, but what to do when a government don't respect the previous agreements with workers after this COVID-19 crisis? And he's asking
also asking for some recommendations that you have provided for the public education sector. Okay. Jacqueline from Kenya says that, of course, social dialogue is very important. However, can the social partners be made accountable? On the other hand, we face problems with salaries and remunerations because sometimes the national concerns interfere with collective bargaining agreements, and how to stop to go to court and to solve these problems and conflicts. Where is this question coming from? From Jacqueline, Kenya. Kenya, okay. And there are some participants with the same concerns. Billy, for instance, the involvement of social partners in the early stage of a crisis, is that an appeal or a must? Yeah, maybe we can go ahead with these three questions, or do it with one more. Okay, one more, yeah, maybe. Yeah, that's fine. Okay. Merci, merci Louis Miguel hein, pour toutes ces questions. C'est toujours très difficile de donner des réponses définitives et directes à ce type de questions. Je crois qu'en fait, ces questions font ressurgir une question qui est une question latente, c'est la question de l'institutionnalisation du dialogue social, premièrement. Et une chose encore, c'est l'institutionnalisation. Je crois une chose, c'est la culture du dialogue social, ou en tout cas le fait que la consultation, l'échange d'informations, la négociation avec les partenaires sociaux, etc., soit vécu comme quelque chose non pas de forcé ou d'obligé, mais comme quelque chose de souhaitable et de productif. Et notamment la première question qui nous venait de Tchèque, je crois, du Sénégal, je crois, et la question aussi, regardant la question du Kenya, de Jacqueline, je crois, montre bien la question de comment on peut faire pour avoir déjà en place, potentiellement avant la crise, c'est toujours facile pendant la crise ou après la crise de dire ce qu'on aurait dû faire avant, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des institutions ou des mécanismes qui soient déjà en ordre de marche et déjà capables de produire. Un exemple, à mon avis, très intéressant maintenant et peut-être dans les prochains mois, c'est la question des institutions pour la résolution des conflits de travail. D'après les estimations qu'on a en termes d'impact du Covid-19 sur le marché du travail, on peut s'attendre à malheureusement une forte réduction de l'emploi, à des déficits massifs dans certains secteurs, ce qui va amener sûrement à des collectifs, qui va amener sûrement une contestation des licenciements collectifs ou des contestations, ou en tout cas qui va sûrement raviver certains conflits. Et un rôle important des institutions du marché du travail, notamment la résolution des conflits de travail. Et les partenaires sociaux et le gouvernement ont un rôle important dans le bon fonctionnement de ces institutions du marché du travail. Donc, avoir une institution de résolution des conflits de travail, qu'elle soit sous le ministère du Travail ou indépendante, qui soit bien gérée, qui soit efficace, avec du personnel qualifié, qui soit capable de prendre le pouls du pays, qui soit capable de mettre en place rapidement des mesures pour gérer l'afflux des cas, pour aider les employeurs et les syndicats, par exemple, dans les restructurations responsables, etc. En fait, ça devient une vraie valeur ajoutée pour un pays, c'est-à-dire on a déjà des institutions qui sont capables de prendre à bras-le-corps ce type de questions. Donc, je crois que ces questions, en fait, elles mettent en exergue cette question. Même chose pour nos institutions de dialogue social tripartite. Si les institutions de dialogue social national, pendant les dernières années, elles ont été capables de produire des résultats, il y a une bonne façon de travailler, il y a des mécanismes et des moyens pour produire des résultats rapidement, il y a la connaissance des enjeux, il y a des partenaires sociaux qui ont été formés, qui sont capables de saisir, qui sont capables de négocier, qui sont capables de discuter avec l'autre partie, de trouver des échanges. Ça vaut pour toutes les parties. C'est sûrement un avantage comparatif par rapport aux pays où on n'a pas ces structures. Donc, pour répondre, je crois que la première question, c'est la question de l'institutionnalisation
du dialogue social. C'est une chose que le BIT pousse toujours, institutionnalisation du dialogue social tripartite, promotion de la négociation collective avec, si possible, des mécanismes de dialogue social. Et en fait, tout à l'heure, dans l'intervention de, je crois, Bébé Rose du Cameroun, il y avait quelque chose de très intéressant. Vous disiez que les employeurs et les syndicats s'étaient mis ensemble pour aller voir le gouvernement pour dire venez nous chercher et venez nous écouter. Et la possibilité d'un dialogue social bipartite pour dialoguer directement avec le gouvernement ou l'alliance ou la discussion des organisations d'employeurs ou de travailleurs pour aller vers les autorités et les pouvoirs publics et leur demander de plus être pris en considération, c'est quelque chose de très important. En France, il y a 2 jours, il y a une lettre conjointe des 8 représentants des organisations syndicales et patronales au niveau national, envoyée au gouvernement en disant nous sommes là, nous sommes prêts à discuter avec vous et à prendre notre part dans les discussions sur la relance. Donc je crois que ce type d'effort, disons, bipartisan, en tout cas avec les 2 parties ensemble vers le gouvernement, c'est un signal très fort qui est envoyé. Et très rapidement, la dernière question sur qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les partenaires sociaux rendent des comptes sur leur action. Je crois que c'est un petit peu le sens des questions de Jacqueline. Je crois que d'une certaine façon, les partenaires sociaux le font déjà, notamment avec leurs membres, notamment lorsqu'ils doivent rendre des comptes à des membres de ce qu'ils ont fait dans la négociation collective, dans ce genre de choses. Et sûrement aussi peut-être un effort de la part des nationaux d'employeurs et de travailleurs pour qu'on soit plus au courant des actions qu'ils ont menées et des résultats qu'ils ont produits. Peut-être que c'est quelque chose aussi d'important à prendre en considération. Let's go for the next block. Lamine, yeah? I think Kira is ready. Okay. We have the song. Thank you very much, Suven and Luis Miguel, for that interaction from the chat room. We'll go back to the panel. I'm sure we now have Kera Wadabalo from Togo, followed by Agnes Mukani from Kenya. Madame Kera. Aspetta. Let's move to Kenya to get some perspectives on how Kenya has managed with tripartite social dialogue and what has been the role of unions. It's one country where we have learned that there was a collective agreement between governments, workers and employers to suspend collective bargaining because of COVID-19 crisis. So let's hear more from Kenya. Agnes. Mukani from Kenya. Hi everyone. I'm Agnes Mukami. I don't know that. Are you getting me? Yes. Yeah. Yeah, because I have an issue with my internet that have been on and off. So in Kenya, as Inviolata has told all of us, there was an agreement between the government and the employers and the confederation that there is suspension of CBA negotiations, the collective bargaining agreements, which was now negotiations of new CBAs was suspended. But we are seeing implementations of the already registered CBAs going on. Like last week, we had CBAs being registered in court, the Employment and Labor Relations Court in Kenya. So the CBAs which are already negotiated, they are able to be registered. Then we also have implementation of CBAs. Like currently, as we speak, we have a national CBA for the universities in Kenya, whereby we are seeing the government has released monies for the university workers, and currently as we speak it's underway implementation. The implementation is taking place. So the only thing which was halted is negotiations of new CBAs, but the ones which were already negotiated, they're being implemented and registered. As far as social dialogue is concerned, in this case in Kenya, I would say social dialogue is taking place in Kenya, but it's not as it was before. Like with CBAs being
halted, with most of the industries closed. Schools are closed, so you have no one to dialogue with most of the times. Most of the hotels have been closed down, though right now we are seeing some positive change where we are seeing the hospitality industry is slowly opening up. We have had social dialogue with, I would say, sectoral, with the hospital industry, which is the health sector, whereby we have had negotiations and meetings with employers, seeking for them to provide for the workers with PPEs and also for a risk allowance. At least for the risk allowance, it went through. So we can say social dialogue at the sectoral level. We have it taking place in the hospital sector and also in the hotel sector, which is now the hospitality sector. We had a sectoral negotiation with the KHC, which is the Kenya Hoteliers Association and Caterers, where we came up with a joint communique. The joint communique is addressing on how the workers in the hotel sector are supposed to be treated at this time of COVID. So that was also positive. We also had a memorandum which was done between the FKE, the Federation of Kenyan Employers, the government, and our federation, which is KOTU Kenya. There was a memorandum which was drafted on how the workers should be treated at this time of COVID. And we have seen it being revised, which is last week. Last week, there was a communication still on the same memorandum where there were some kind of disagreements, but they're being worked on currency. Still on bipartite negotiations, we are having dialogue with the Ministry of Education. Currently it's undergoing, because since the school sector was closed down, we have seen a scenario whereby the non-teaching staff, who are the cleaners and those others, not being paid, which we found a bit discriminatory, since you find that the teachers in those same schools are being paid, but the workers are not, the non-teaching staff are not being paid. And our question is, why are the teachers being paid, able to be paid, yet they are claiming they are unable to pay the non-teaching staff, yet the money comes from the same exchequer? As we speak today in the morning, we drafted a memorandum still, a petition to the President of Kenya, since we are trying to dialogue with the Ministry of Education, and it's like we are not being given a chance to dialogue. So today we were drafting a petition to the President of Kenya, trying and see whether the non-teaching staff will have their monies being released. National sectoral, I think that's it. Then for the hotel workers, still we were able to negotiate, and we are having a case whereby those who are at home on unpaid leaves, we have been able to negotiate with the management, at least not to have them terminated of their employment. We had a scenario of a hotel like Norfolk. Norfolk had sent termination letters to all their employees, but we were able to come in together with the government, and they halted the terminations, and they were able to send them on a leave, a paid leave, though not fully paid, but at least the employees were able to take something home that they can be able to take care of their rent and their basic needs, I think. And then also for the hospital workers, we had the doctors in a county known as Kisumu here in Kenya. They had gone on strike, but at least today they resumed back for work after having negotiations with their county government, the people in charge of the county government. Thank you very much, Agnes. Thank you very much. If you have more information, please post it in the platform or in the chat room. But it shows that in Kenya, social dialogue was active at all the levels, tripartite, bipartite, even at sectorial levels. And we have also noted some of the achievements. Thank you very much. We still need to hear from Kera from Togo, but Golden Constantino from Zimbabwe is ready. We will give you 2 minutes. We know you have a lot to share because of the dynamics of
the situation in Hello. Zimbabwe. But please, 2 minutes to make your intervention. Hello, everyone. I hope you can hear me. Yeah, we can hear you. Go ahead. Inviolata, you can hear me? Yes, please proceed. Okay. I'm Golden. Okay. Yes. I'm Golden from the National Informal Economy Union of Zimbabwe, which is an affiliate of ZCTU. So during this phase of COVID-19 and subsequent lockdowns, we witnessed something rather surprising from the government. During lockdown, soon after lockdown, the government of Zimbabwe, through the local authorities, the Ministry of Local Government, went ahead in disrupting workspaces from those, for vending, flea markets, you name it. They destroyed literally, the whole of Zimbabwe. Those tolls. Now social dialogue through the ZCTU, the tripartite negotiating forum through the ZCTU, where we send our demand, then they go and sit with government through the Ministry of Labor. They sit with the Employers Confederation of Zimbabwe representing business, and the ZCTU representing the labor, informal economy included. So it is an act of parliament, which is it became an act of parliament last year in 2019, which is a welcome development. It's an act of parliament. The tripartite negotiating forum is now law, and government now cannot dilly-dally. But now the challenge is, in the informal economy, is the unilateral decision-making by government. So it's quite a challenge in the informal economy. There's no support. There's no social safety nets. We try to negotiate, but still the government, even before lockdown, the challenge still remains that the government doesn't want to recognize the existence of the informal economy, despite it constituting more than 90% of the formal of the workforce. According to Zimstats, the statistical agency. So the fight is on every day. Sometimes we win, sometimes we lose, but we never stop. Like now in this regard with the COVID-19 pandemic, we took government to task with regards to household support, household support systems. The government had promised 200 RTGS dollar. That's how they call it here in Zimbabwe, 200 RTGS dollar, and we actually organized our members towards that. But now the challenge is inflation. Inflation is above 700 right now. You can talk of a figure right now, today, then tomorrow it doesn't buy anything at all. So the challenge is that the government indicates right, then it goes on and turns left. That's the challenge that we have in Zimbabwe. But we never stop negotiating. COVID-19 pandemic is a permanent agenda issue right now on the tripartite negotiating forum. Though the government says something during the day, and in the night it does something. Then on bipartite, yes, we talk with local authorities, which you call city council and all, for workspaces and all. But then the challenge still remains that because of political polarization,
you get people being allocated workspaces because of their political affiliation, because of who they support and stuff like that. So political polarization is also another challenge, though we try and address it in our negotiations and say, no, this is a bread and butter issue. You know, even if somebody comes from party A, somebody comes from party B, still, they'll still go back home and are angry. You know what I'm saying? So that's the challenge that we have in Zimbabwe, but we never stop negotiating. We never stop advocating for development that changes lives. We never stop fighting for the rights and interests of our constituency, which is the informal economy. So yeah, very much. That's the challenge that we have. Thank you very much. And sorry to. I hope one day, through solidarity from you guys, that the government will recognize the existence of the informal economy at law, which is one thing that we are fighting for. You know, so yeah. But overall, the ZCTU is doing a good work. It's on toes. Even now, we're fighting that, you know, the funds that are coming, you know, that they should not be bottlenecks. No, there should not be corruption. There should not be partisan distribution of those resources. But up till now, the informal economy hasn't received anything at household level and at business level. The informal economy hasn't received anything. I think you guys are aware of our scenario in Zimbabwe. Most of the people have gone outside, and most of them are also in cross-border trading. You know, with the advent of COVID-19, the borders are closed. You know, no going to buy either raw materials or finished goods to resell in Zimbabwe. There's nothing. You know, people are just facing starvation over and above the issue of drought. You know, the past rain season did not produce enough for everyone. You know, so it's a challenge, but we use the platform. We give it the attention that it deserves. Thank you, negotiating through the ZCTU. Thank you, so, Golden. yeah. Thank you. I know the Zimbabwe situation is very particular, and I think most of the sentiments that you have shared are also shared across some of the countries that are participating in the webinar. I can get you in the informalization of the economy. Yes, thank you, Golden. We have to move. We need to give 1 minute to Kera from Togo before we wrap up. Sorry to cut your input short, but again, put whatever information that you thought you needed to share in the chat box. But your views have been noted, and you also capture them in the conclusions. We have about 10 minutes remaining. We need to finish by 25 minutes to 5, since we started 5 minutes late. So Kera, let me give you 2 minutes to also give us perspectives from Togo. Then I'll give Luis Miguel another 2 minutes to take us back to the chat box. Then our colleague Sylvain will give us his final thoughts and reflections before we close the webinar. Kera, I think this time around you'll be able to speak with us. 2 minutes, please. We cannot hear her. We cannot hear you, Madam Kera. It's Mr. Maybe it's not working because I'm referring to you as Madam. Mesu Kera, are you able to speak with us? No. Okay, let's go to the chat room. Okay. What do we have from the participants? Yeah, there is a common concern raised for many participants in the chat box, and they really willing to listen
real recommendations for a fruitful social dialogue when there is a low engagement from the governments and Kera, are you there? No. Okay, many participants raised the same question: how to really engage the governments when they show a low engagement in the social dialogue processes, and when the social partners that are part of the social dialogue processes are not enough representative. Lamin says that after the pandemic, we find that the mechanisms for social dialogue are not longer operative in many countries, and how to reestablish and invigorate these mechanisms in these times of crisis. Golden wants to know how the ILO can advise and support constituents to advise governments and in reestablishing the social dialogue using, for example, information technology, because we are asking this and some governments don't want to listen. Moyo, how do we incorporate the informal sector to benefit from the social dialogue as they are among the most affected workers? And Malik, and I close here, there are many questions more. How to deal with the health consequences of the sanitary crisis of COVID-19 and how to tackle it through social dialogue. Thank you. I think this Sylvain, over to you. Then you can also use this time to give us your final reflections. Thanks, Violeta, and thanks for participants that put some comments in. And I'm going to try to answer to them. Maybe I'm not going to answer specifically to each of the questions, but maybe I'm going to use it as an opportunity to make. Sorry, I just realized I'm speaking English. So let me go back to French. Merci à tous les participants de bien avoir voulu poser ces questions, et je vais essayer d'y répondre, peut-être pas de façon spécifique à chaque question, mais je vais peut-être utiliser cette opportunité pour répondre et faire la conclusion, enfin en tout cas de mon côté là-dessus. Je crois qu'il y a une question intéressante que vous avez posée, je crois que c'était dans la question de Golden, mais aussi la deuxième question, c'est sur la question de la représentativité. Et un bon dialogue social efficace, c'est un dialogue social qui se base sur des partenaires sociaux qui sont forts, qui sont capables, mais qui sont représentatifs. Et on a notamment dans beaucoup d'endroits, beaucoup de pays, une représentativité qui n'est pas très claire pour plusieurs raisons. Des fois, on a des règles de représentativité qui sont un peu caduques. Des fois, il n'y a pas d'accord sur les règles de représentativité. Des fois, on n'a pas de législation sur la façon d'établir la représentativité ou pas. Et en fait, on se rend compte que c'est un peu un piège, en fait, parce qu'après, on se rend compte que ça, d'une certaine façon, affaiblit les organisations. Le fait de ne pas avoir un moyen de montrer leur poids. Et donc, je crois que c'est une question, la représentation, le poids de la représentativité, la mesure de la représentativité et la capacité des organisations de travailleurs et d'employeurs, bien sûr, d'utiliser cet instrument pour démontrer leur légitimité. Je crois que c'est quelque chose d'important. Gaudette, vous mentionnez la question de l'économie informelle, la question de la représentativité, bien sûr, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je ne vais pas me substituer à mes collègues du bureau d'activité pour les travailleurs là-dessus. Il y a quelques publications du BIT sur la question du dialogue social et de l'économie informelle qu'éventuellement je pourrais distribuer à mes collègues de Actrav pour qu'ils les mettent sur la plateforme, qui sont intéressantes, mais c'est une vraie question. Mais c'est aussi une question peut-être pour les organisations de travailleurs. Hein. Vous parliez tout à l'heure de ZCTU qui a une branche pour l'économie informelle. Voilà, c'est un exemple intéressant qui montre qu'il y a un syndicat de l'économie informelle qui est rattaché à la Confédération nationale. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas dans tous les pays. Je ne sais pas du tout comment ça marche, mais je pense que c'est une façon intéressante de voir qu'une centrale syndicale nationale essaye de se faire le porte-voix du dialogue social et des représentants et d'intégrer dans ces branches et dans ces secteurs des représentants de l'économie informelle. Donc ça, c'est une question et je pense qu'elle est assez liée en fait à la deuxième question qui était dite, c'est comment forcer le gouvernement à nous écouter.
suis pas sûr qu'il y ait une solution miracle. Tout à l'heure, on parlait éventuellement du poids que pouvait avoir le fait de faire des initiatives communes employeurs-syndicats auprès du gouvernement, en termes de plaidoyer, en termes de lobby, en termes pour pousser le gouvernement à montrer. Je crois que c'est quelque chose d'intéressant éventuellement pour montrer un petit peu quel peut être l'intérêt pour les pouvoirs publics d'utiliser et de soutenir et de discuter, de négocier avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Je crois que c'est très lié à la question qu'on a discutée tout à l'heure, c'est-à-dire l'évaluation des résultats, la question de l'impact des résultats. Même chose, il y a un certain nombre d'outils qu'on peut passer ou qui sont peut-être déjà sur la plateforme qui peuvent vous aider éventuellement dans les plaidoyers pour montrer comment ça s'est passé dans d'autres pays. La mise en place des pactes sociaux, par exemple. Par exemple, est-ce qu'on va avoir une résurgence des pactes sociaux dans les prochains mois ou les prochaines années? C'est une bonne question intéressante à se poser. Combien de pays vont mettre en place des pactes sociaux nationaux pour faire face aux conséquences de la crise du Covid? Par exemple, c'est une question intéressante et les organisations de syndicats ont bien sûr un rôle à jouer dans cette discussion et au comment. Donc, la question de la représentativité, la question de l'impact, la question de la participation aux affaires tripartites, mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un certain degré d'autonomie et de liberté qui est donné aux relations de syndicats et des employeurs, notamment à travers la négociation collective, qui est un outil qui appartient aux employeurs et aux syndicats, ou à l'employeur et aux représentations, aux organisations de syndicats, et qui éventuellement peut se passer, notamment penser se passer dans le cadre de la législation, mais de façon autonome. Donc, je pense qu'éventuellement, à travers des bons accords négociés, les partenaires sociaux peuvent montrer leur force, leur pertinence et leur capacité à aller trouver des solutions qui portent et qui ont un impact sur le travail. Et dernière chose pour finir, et ce sera ma conclusion, juste pour réitérer, la plupart de nos entreprises, la plupart de nos établissements, dans la fonction publique, on a des comités hygiène et sécurité avec une représentation élue ou désignée de la part des organisations de travailleurs. Je pense qu'ils ont un rôle vital à jouer. Je pense que c'était une des questions, notamment la dernière question sur la question de la sécurité et de la santé sur les entreprises. C'est ce type de mécanisme en ce moment, je pense, qui montre l'importance au niveau du lieu de travail d'avoir des institutions dans les entreprises. Que se serait-il passé dans nos entreprises si on n'avait pas eu des représentations des comités hygiène et sécurité? Ça, c'est une bonne question à se poser. Donc voilà, je vais finir. J'ai encore débordé de ce qui m'avait été donné comme temps de parole. Je m'excuse. Thank you very much, Sylvain. I think this has really been very insightful. The presentation that you gave, including the supplementary reading materials, policy documents that the ILO has developed on the subject of the importance of social dialogue across all levels as a response measure to COVID-19. Most of the materials are on our reading list for the course, but the new materials that Sylvain has made reference to will also make them available in the 2 languages of the course. I have 3 points to underline in conclusion. What has come out of this webinar is that social dialogue has always been important as a way of developing policies, as a way of bringing consensus. But what the lessons from the COVID-19 is showing us is that it is more important than ever, because most of the response frameworks that governments, employers may come out with, they are supposed to be a result of discussions between representatives of workers and employer organizations. So we are being called upon as workers organizations to also be proactive. We listened to a lot of examples from Kenya, from Zimbabwe, from Cameroon on how workers organizations are being proactive. The second lesson is that let's also look back to previous crises. Reference was made to the lessons learned on the role of social dialogue to address the 2008 economic and financial crisis. We also have examples on the role of social dialogue, the participation of workers' organizations in responding to
Ebola, and many other examples. So let these examples be departure points to inspire us and to come up with new and innovative ways of responding to the pandemic. Lastly, there are problematic sectors where social dialogue remains a critical issue, and we also need to be proactive and come up with ways and means of promoting social dialogue in the informal economy. We have had challenges from most of you, and also in the domestic sector. There are a lot of success stories in the health sector because it was also one of the frontline sectors in battling the pandemic. How do we protect migrant workers and who represents them in social dialogue? These are some of the issues that have been brought about in the discussion. It's a very broad topic, but it's important because we have international labor standards, specifically on social dialogue, Convention 144. Sylvain had made reference to that. Then Recommendation 205 on employment and decent work for peace and resilience also elaborates the importance, the role of social dialogue, particularly in times of crisis. It also underlines what should be the responsibility, the role of workers' organizations. So on that note, colleagues, we can continue to talk, but the webinar was only for 1.5 hours. This does not mean that the course has come to an end. We still have 3 more days to go. And whatever has not been addressed in this 1.5 hour session, let's continue to engage. This virtual learning is also about collaborative learning. It's also an opportunity that we've brought the French-speaking group to interact with the English-speaking groups. So despite the language barriers, let's continue to share information, share experiences. We want to thank you again for your commitment and for your patience. When we started the webinar, at some point we were 114 participants. At the moment, we are about 100. This is understood because we are operating in different time zones and other participants have had challenges with connectivity in the interim, but this is very, very high participation. We want to appreciate you for that. Colleagues that have been working with us in the background, we want to thank our interpreters for facilitating the communication. I also want to thank Claria for working 24/7 to ensure that everything works out smoothly. Sylvain, you are a tripartite partner. This is not the end of the engagement. We'll continue to call up on you if there are any issues that will still need clarification. Luis Miguel, Janet in absentia, Fatu and James, the work still continue. So thank you, colleagues, for your wonderful participation. We see you in the course again tomorrow. Have a nice evening, everybody. Bye-bye. Bye-bye. Bye, bye-bye. Bye. And how was it?